Bonjour, bienvenue sur Les Lanternes, ce premier live, on va vous faire découvrir des métiers, c'est à destination des lycéens surtout, et aussi aux gens qui vont repartir sur d'autres métiers. Aujourd'hui, on va vous parler du métier d'architecte avec Jean-Yves Quay, ici présent. Bonjour Jean-Yves. Bonjour. Et Pauline Quay, ici présente. Bonjour. Architecte de père en fille. On va vous faire découvrir tout ça. On va d'abord décrire le métier d'architecte. À quel moment on vous appelle? Comment ça se passe? À quel moment on nous appelle? Alors, la construction d'une maison, évidemment. On va resituer tout ça. Déjà, le métier d'architecte touche un public assez large. Donc, si on parle par exemple du particulier, on peut être consulté dès le début d'une envie de projet. Il faut déjà que le particulier ait un terrain, un minimum, et on va construire avec lui son idée de maison, si c'est une maison, avec son budget et ses envies de comment habiter. Et bien sûr, nous, on va l'aider avec tout ce qui est les contraintes que nous avons, les contraintes du site, les contraintes réglementaires, entre autres le PLU, le plan local d'urbanisme. Et on peut l'accompagner jusqu'à la construction finale, c'est-à-dire clé en main. Donc le client rentre, si on prend l'image d'une maison, dans une maison terminée, puisqu'on va jusqu'à la réception de sa maison. Donc vos clients, ce sont des promoteurs ou des particuliers. On va resituer ce que c'est qu'un promoteur. Jean-Yves, comment vous définiriez pour des lycéens un promoteur, qui est un mot qui est parfois un peu... on n'aime pas trop ce mot parfois. Alors qu'est-ce que c'est précisément? Alors, un promoteur, c'est une entreprise, pour comparer avec les entreprises de l'économie, dont la particularité est de construire. Et un promoteur, c'est donc une entreprise privée. Quand il construit, il va réaliser généralement un programme de logement. Ça peut être tout un lotissement, comme ça peut être un petit immeuble ou un grand immeuble collectif. Et son travail va consister évidemment à trouver un terrain, à imaginer ce qu'on peut mettre sur ce terrain. Il fait ce qu'on appelle un programme. C'est-à-dire, est-ce que je m'adresse à des gens qui accèdent à la propriété pour la première fois? Est-ce que je m'adresse à des gens qui ont de l'argent? Est-ce que je m'adresse à un public de retraités, etc. Il définit un programme. Il définit en fait un produit. Quand on fait une voiture, on cible une population. On dit on va faire tel moteur, telle capacité, etc. Le promoteur fait la même chose. Il monte une équipe. C'est-à-dire que pour faire un projet, il lui faut une équipe avec un architecte, il lui faut des ingénieurs, structure, thermique. Et ensuite, il faut consulter des entreprises, puisqu'évidemment, la matière grise ne construit pas, pour réaliser le programme. Donc le promoteur, c'est quelqu'un qui travaille pour faire des logements. Alors, on dit très souvent méchant promoteur, parce qu'on ne voit que le côté désagréable du début du travail de promoteur, qui consiste à enlever quelque chose pour mettre quelque chose à la place. Et on parlera de ce métier d'ailleurs sur une lanterne un jour, j'espère. Donc à partir de là, quelles peuvent être vos différentes missions? Parce que vous pouvez avoir différentes missions en fait. On peut vous appeler pour plusieurs choses. Dans l'ordre chronologique, comment ça peut se passer? Alors, Jean-Yves et puis Pauline dans le deuxième temps. Ce que disait Pauline, c'est un métier qui est assez large. Par exemple, si je reprends ce que disait Pauline, un architecte qui travaille pour une famille, pour faire une maison. La famille vient, toc toc, j'ai un terrain, est-ce que vous pouvez me construire ma maison? Bien sûr, donc on va discuter avec eux de ce qu'ils veulent, dessiner les plans et construire. Mais ça pourrait être même encore plus en amont, c'est-à-dire que l'architecte, c'est une personne à qui on peut demander conseil, puisque c'est quelqu'un qui n'est pas engagé dans l'économie du projet, dans le sens où il ne profite pas de l'économie du projet pour gagner sa vie. C'est-à-dire qu'il a des honoraires qui sont indépendants de ce que l'on paye aux entreprises. Donc c'est le conseil de celui qui construit, que ce soit un particulier, un promoteur, une collectivité. Pauline en parlera, il y a ce qu'on appelle des programmes publics où l'architecte travaille pour des collectivités, qu'elles soient locales ou nationales. Donc il y a une partie interface avec le client. Après, il y a une phase dessin. Vous allez nous parler un peu des phases de dessin. Et après, la mise en œuvre avec les entreprises, qui est une partie importante du métier d'architecte, parce que vous êtes en face avec toutes les entreprises. Pauline Quay, là-dessus? Oui. Alors effectivement, une fois qu'on est arrivé à élaborer un projet qui convienne, donc c'est-à-dire qui convienne au niveau réglementation, au niveau souhait et qui rentre dans le budget du client, peu importe le client, on passe à l'élaboration même de ce projet. Donc on fait appel à des entreprises et si l'architecte a la mission de conduite de chantier, il va pendant toute la durée de cette mission
regarder si les entreprises réalisent tel que l'architecte a dessiné. Et ça permet aussi de regarder et de voir comment s'enchaînent les différents corps de métier, parce que sur un même chantier, on a différents métiers. On a la première phase qui est le gros œuvre, donc tout ce qui est maçon, fondation. Oui. Mais après, quand on va rentrer à l'intérieur du bâtiment, ce qu'on appelle le second œuvre, là, on va avoir une multitude d'entreprises, et donc il va falloir arriver à organiser tout ce petit monde pour qu'ils arrivent à travailler en bonne intelligence, ce qui n'est pas toujours évident. C'est peut-être pas la partie la plus facile du métier, et il faut arriver à les synchroniser entre eux. Si le plaquiste n'a pas fini, le peintre ne pourra pas se mettre au travail. Et du coup, quand il y a des retouches de l'un, ça repousse les choses de l'autre. C'est vous qui gérez tout ça ? Oui, exactement. Et c'est un peu comme... moi, j'ai l'impression qu'on est comme dans une cour d'école. Où ça grouille, chacun va... les entreprises ne seront pas bien contentes de ma... Mais il faut être... en fait, c'est apprendre à être vigilante sur le travail de chacun. Mais nous avons une vision globale. Donc, on est capable de leur dire, attention, à ce moment-là, un tel doit intervenir. Donc, vous devez, pendant cette semaine, intervenir absolument. Et puis, il y a des jalons qu'il ne faut pas manquer. Parce qu'il n'y a pas que les entreprises, on a aussi les concessionnaires qui vont nous amener l'électricité, qui vont nous amener l'eau, donc il faut aussi devancer toutes les demandes. On a aussi la question de l'approvisionnement qui est particulièrement très sensible en ce moment, oui. Puisqu'il y a des produits que l'on commande et qui n'arrivent pas aux dates demandées. Donc, c'est toutes ces choses qu'il faut prévoir à l'avance. Et puis, pour être sûr que c'est bien construit tel que l'on l'a pensé, conçu, on demande aux entreprises de nous produire eux-mêmes leur plan, qu'on appelle plan d'exécution. Parce que le moyen le plus sûr de savoir que l'on parle de la même chose, ça reste le dessin. Et à partir de là, nous, on vérifie avec les plans d'exécution, si ce qu'ils nous proposent de réaliser est bien conforme à notre dessin initial. On va voir si, je m'adresse à ceux qui nous regardent, vous pouvez poser vos questions, je ne l'ai pas précisé, nous sommes en direct, et nous allons regarder si vous avez déjà des questions qui ont été posées, apparemment pas. Mais voilà, vous pouvez poser vos questions, là on a parlé un peu du métier en lui-même. Au-delà de l'aspect de la maison ou de l'immeuble, vous devez avoir une vue globale des contraintes techniques, ça on l'a vu. En termes de matériaux, décomposition, il faut vraiment avoir une connaissance très précise des matériaux qu'on pourrait utiliser ou qu'il ne faut pas utiliser pour tel ou tel programme, et aussi une partie juridique. Est-ce qu'on peut parler de la partie juridique que vous êtes amené à connaître par cœur, si je peux dire, Jean-Yves Quier, là-dessus, la partie juridique ? Oui, alors pour revenir quand même au niveau du chantier, pour compléter ce qu'il disait Pauline, il y a une phase importante dans l'élaboration d'un projet de bâtiment, que ce soit une école maternelle, que ce soit un hôpital, une maison ou un ensemble de logements, c'est ce qu'on appelle généralement un cahier des charges. C'est-à-dire que l'architecte, en même temps qu'il réalise des plans, qui est la partie dessinée du projet, il le décrit, ce bâtiment. C'est-à-dire qu'il dit justement, il est en béton, il est en bois, il est en plastique, pour dire n'importe quoi. Ouais. Hein. Donc il le décrit, ça veut dire que s'il le décrit, il va, pendant le chantier, vérifier qu'on prend les matériaux qu'il a décrits, puisque c'est ce qui a été chiffré par l'entreprise et c'est ce que paye son client. Et il y a la gestion du budget. Donc je ne m'étalerai pas sur le budget, mais Pauline le disait, c'est sous-entendu dans ce qu'elle disait, quand on est sur un chantier, si on écoute les entreprises, il y a un réflexe de dérive, de changer un matériau par un autre, de faire autrement, etc. Parce que c'est plus facile, parce que j'ai pas eu le temps de m'approvisionner, donc des risques de surcoût. Il peut y avoir effet boule de neige sur des décisions, des changements comme ça. Il faut éviter de changer, évidemment. Et ça, c'est votre rôle aussi de faire en sorte qu'il n'y ait pas de changement. L'architecte garde le cap et tout peut... Capitaine du bateau. Oui, mais les prestations qui sont là, elles ne sont pas là au hasard. Il y a une logique interne, une cohérence interne. L'architecte est garant de cette cohérence. Et ça arrive au niveau de ce qu'on appelle l'encadrement juridique, qui est conséquent. Il y a des lois qui s'appliquent au sol, c'est-à-dire qu'on ne peut pas construire plus haut. Il y a des lois qui s'appliquent aux fenêtres. On ne peut pas ouvrir une fenêtre chez le voisin, par exemple. Il y a des lois qui s'appliquent au travail collectif. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain nombre de personnes sur un chantier, il y a des règles particulières. L'architecte est chargé de les vérifier
Et donc un ensemble de règles, un encadrement réglementaire important, qui est aussi un garant de l'achèvement du chantier dans de bonnes conditions. C'est-à-dire de ne pas se retrouver avec des entreprises qui sont parties et d'un seul coup on ne peut pas terminer le chantier parce qu'il n'y a plus personne. Pas se retrouver à la fin du chantier avec un voisin qui vient porter plainte parce qu'il y a une fenêtre qui a été mise au mauvais endroit où on est rentré chez lui pour entrer dans le chantier. Enfin bref, un certain nombre de choses. Et cette notion de conseil, elle est fondamentale parce que l'architecte est quelqu'un, ce qu'on appelle un sachant en France. C'est-à-dire qu'il connaît l'environnement dans lequel il intervient et donc il peut mettre en garde son client que certaines décisions, certains choix peuvent être très compliqués ensuite pour les assumer. Vous avez dit un mot important, sachant, ça induit aussi une responsabilité. Si vous êtes sachant sur un projet, ça peut induire, vous pouvez être amené à avoir une responsabilité particulière parce que vous êtes sachant, c'est ça, j'ai cru. Bien sûr. Ouais. Tout ce qui concerne l'acte de bâtir, l'architecte est un réputé sachant, il engage sa responsabilité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire ce métier si on craint de prendre des responsabilités. Ça commence à partir du moment où vous commencez à expliquer à votre client que ça, il peut le faire et que ça, il ne peut pas le faire. Après, quand on démarre dans ce métier, on va parler de comment on démarre dans ce métier aussi, justement. On va faire un petit tour des questions, savoir si quelqu'un a une question avant d'enchaîner. Non, pas de question pour l'instant. Donc oui, est-ce que vous vous seriez vu faire autre chose, Jean-Yves Quay, au moment de votre carrière, à là où vous en êtes maintenant? Est-ce qu'avec du recul, est-ce que vous vous seriez vu faire autre chose comme métier? Ou est-ce que vous êtes intrinsèquement architecte? Alors, c'est très personnel, mais non, c'est votre témoignage. C'est pas ce qui me pose problème, mais c'est qu'en fait, quand j'étais au lycée, j'avais d'autres ambitions. Je voulais faire autre chose. Ouais. Et c'est un concours de circonstances qui m'a amené dans une école très particulière qui n'existe plus, qui est l'école des Beaux-Arts. C'est-à-dire qu'autrefois, les architectes apprenaient aux Beaux-Arts. C'est-à-dire qu'il y avait une dimension artistique très très importante. Et donc, je suis rentré à l'école des Beaux-Arts et je suis passé dans la section architecture. Et puis ensuite, c'est devenu des écoles d'État et compagnie. Mais une fois que j'ai compris ce que pouvait apporter ce métier, je n'aurais pas changé pour rien au monde. Et puis je dirais que c'est un métier maintenant qui m'habite complètement, c'est-à-dire que je suis architecte. C'est un peu ce que je voulais, parce qu'on se connaît un petit peu quand même. Et quand je vous vois dans une rue, vous avez une lecture de la ville, et Pauline Quay, c'est la même chose. Vous avez une façon de voir la ville, parce que vous êtes aussi urbaniste. Alors, je ne sais pas si on va prendre le temps de parler de ce métier-là aussi. Mais est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette façon de voir ? Comment je pourrais imaginer une question là-dessus? Pauline donnera son point de vue, mais en fait, un architecte travaille avec une matière particulière qui est l'espace. C'est-à-dire qu'il travaille dans sa tête et dans son dessin en 3 dimensions. Et je me suis rendu compte, d'ailleurs, en discutant avec des clients, voire avec des étudiants, que c'est pas inné. C'est-à-dire que ça s'apprend, c'est le but de l'école, mais à partir du moment où on se voit dans l'espace, on voit le monde différemment. Puisqu'on va percevoir des choses que les gens n'ont pas l'habitude de regarder. Je donne un tout petit exemple. Il m'arrive fréquemment de regarder les balcons. Parce que pour moi, un bâtiment est signé à partir du moment où le balcon, on peut le regarder par en dessous, par exemple. C'est-à-dire que ce balcon, l'architecte qui l'a fait construire a pensé qu'il y a des gens qui passaient dans la rue et que si par hasard ils levaient les yeux, ils avaient des choses à voir. Et donc, c'est bien les 3 dimensions. Un escalier, c'est pareil. Un escalier, quand on l'emprunte, il y a le fait de monter, mais il y a le fait que quand on monte, par exemple, dans une cage d'escalier, on voit aussi par en dessous l'escalier. Et quand on monte un escalier, il y a des fenêtres, par exemple. Et tout ça, c'est un espace. Et il y a une forme de dynamique, les cinéastes diraient une cinétique. Et ça, c'est la matière même de l'architecture. Donc un architecte dans une ville, évidemment, on le remarque très facilement, c'est lui qui se paye les poteaux, quoi. Ouais, donc, Oui, tout à fait. Pauline Quay, là-dessus, oui, vous avez le nez en l'air aussi, quand vous êtes dans une ville plus qu'un non-architecte. Est-ce qu'on peut parler de ça? Alors un peu après, cette passion qui moi j'ai une déformation, parce que l'architecture, je l'ai vécue depuis que je suis toute petite, parce que les voyages étaient très tournés dessus. Du coup, c'est aussi une habitude que j'ai pris de décrypter. Et c'est surtout d'analyser, à cet endroit, je me sens bien, ou cette façade, je l'aime bien, mais pourquoi je l'aime bien? C'est au-delà de la sensation, pourquoi celle-ci est plus harmonieuse à mon regard qu'une autre?
Et puis après, une fois qu'on commence à s'interroger à la construction, que l'on construit soi-même, on a un regard un peu plus curieux, c'est-à-dire comment est-ce qu'il a réussi à intégrer les descentes d'eau pluviale qui sont des éléments disgracieux, ou il a mis des balcons, comment est-ce qu'il a géré, ils sont très beaux ces balcons, comment est-ce qu'il gère l'eau, la pluie, comment est-ce que c'est récupéré, c'est particulièrement joli. Donc regardez comment les autres font quand on trouve que c'est harmonieux. Parce qu'il y a tellement de côté technique aussi dans un bâtiment et qu'il ne doit pas transparaître parce que le bâtiment n'est pas là pour être un élément technique. Donc on doit arriver à rendre peu visible des choses qui prennent une place folle dans un bâtiment. Parce que ce soit harmonieux à la fin, oui, voilà. Donc moi j'aime bien regarder en disant comment est-ce qu'ils ont fait. Et puis pour l'apprentissage de l'espace, j'aime mesurer avec mon corps. Donc plusieurs fois, je suis là à mesurer en faisant des pas, en disant ça y est, elle recommence à mesurer parce que j'aime bien appréhender les choses par le corps parce que c'est par le corps que l'on vit les espaces. Une sorte de sensation avant tout finalement. Oui, et on il n'y a pas que les yeux, il n'y a pas que... Oui. C'est aussi la plus-value de l'architecte, c'est-à-dire que là, votre espace, il est pas... Effectivement, il paraît intéressant, mais à le vivre, il ne l'est pas du tout. Et de pouvoir expliquer pourquoi est-ce qu'il ne l'est pas du tout. Parce que ça passe aussi par le corps et par l'appréhension d'un espace, comment il se construit et comment il se vit surtout. Un petit tour des questions avant de... Pas de questions. On va parler de... quand on est avec vous, on va parler aussi de votre parcours parce que vous n'avez pas fait tout droit architecture, vous êtes passé par plusieurs biais, vous nous racontez un petit peu. C'est pour montrer aussi aux élèves et non-élèves qu'on n'est pas obligé de faire le trajet d'un coup comme ça. Et finalement, peu de personnes ont fait le trajet comme ça tout droit. On a tous nos expériences. Alors vous, je vous laisse décrire un peu ce que vous avez fait. Résumé. Alors, ce sont des études d'abord qui sont assez longues, puisque c'est au moins 6 ans. Et effectivement, moi, j'ai repris des études pour être architecte, parce que j'ai un parcours universitaire un peu long. Je me suis cherchée, et puis je trouve que c'est intéressant de pouvoir aussi continuer à se former et pourquoi pas faire autre chose. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire la formation continue qui se fait sur Lyon. Donc, il faut avoir travaillé dans une agence d'architecture ou en tout cas avoir des compétences qui permettent de rentrer dans l'école. Et pour ce faire, on passe une sorte de concours. Et du coup, on continue, on travaille en alternance, c'est-à-dire qu'on travaille en agence. Et le jeudi et le vendredi et le samedi, on est en formation à l'école d'architecture. Donc ça, c'est une autre façon de faire l'architecture. Et j'étais avec des personnes d'horizons très diverses, puisque j'avais un maçon, j'avais des ingénieurs thermiques ou des architectes d'intérieur ou des dessinateurs qui avaient envie de devenir architectes. Et ça, c'était assez riche. Et c'était des gens aussi pleins de volonté, puisque c'était un changement de carrière. Ils étaient beaucoup plus motivés aussi pour cette formation. Jean-Yves, je vais vous laisser nous parler de vos expériences. Je vais juste aller ouvrir à quelqu'un et je vous écoute d'une oreille, parce que nous sommes en direct et je ne peux pas me dédoubler. Je vous écoute. Alors, au niveau de ma formation, elle a été, je dirais, assez traditionnelle, puisque je suis rentré, je le disais, aux Beaux-Arts, qui était le lieu où on apprenait l'architecture. Et puis, il y a eu la réforme des études d'architecture après 68. Et donc là, l'école s'est rapprochée de l'université, donc avec une formation un peu plus traditionnelle, un peu plus ouverte vers la formation universitaire. Et je suis donc sorti de l'école d'architecture au bout de ces 6 années d'apprentissage. Et en fait, j'ai eu un parcours aussi un peu atypique dans la mesure où j'ai été sollicité pour enseigner l'architecture, et donc j'ai pratiquement continué à être dans l'école, mais non plus en apprenant, mais comme professeur d'architecture. Et j'ai mené une double activité extrêmement passionnante, qui était d'avoir mon propre cabinet, ma propre agence d'architecture, et cette fonction d'enseignant à l'école d'architecture de Lyon. Très bien. Merci pour tout ça. On va se quitter là-dessus. On se fera peut-être d'autres sessions pour parler de plein d'autres choses, notamment le métier d'urbaniste aussi. Merci à tous les deux. Et puis à très bientôt sur les lanternes. Au revoir. Au revoir.